Vous êtes sur RTI 1, il est 13 h, l'heure de votre journal. Hier, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a reçu en audience une délégation de l'Union postale universelle conduite par son directeur général. La délégation était en Côte d'Ivoire dans le cadre des préparatifs de l'organisation du 27e congrès de l'UPU qui se tiendra en 2020, ici même à Abidjan. Nous sommes le 20 mars et comme chaque année, l'on célèbre la journée internationale de la francophonie. Sur 3,9 milliards de personnes déconnectées, 58% sont des femmes en Afrique. L'autonomisation de la femme est donc au cœur de cette célébration 2019 dans le but de promouvoir l'usage du numérique. À Addis Abeba, les acteurs de la crise centrafricaine sont toujours en pourparlers. L'Union africaine a convié les parties prenantes de l'accord de paix signé à Khartoum le 5 février dernier. 14 groupes armés sont présents depuis lundi au siège de l'organisation panafricaine en Éthiopie. 2 jours après, les points de désaccord ne semblent pas encore effacés. Et tout d'abord, avant de développer ce journal, sachez qu'il se tient au palais de la présidence de la République le traditionnel Conseil des ministres, réunion qui a lieu comme à l'accoutumée en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nos équipes y sont depuis ce matin, leur compte rendu ce soir dans le 20 h. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, je vous l'ai dit au sommaire, a échangé hier avec une délégation de l'Union postale universelle conduite par son directeur général. La délégation était en Côte d'Ivoire dans le cadre des préparatifs de l'organisation du 27e congrès de l'Union postale universelle qui se tiendra en 2020 ici à Abidjan. Je vous propose maintenant d'écouter Bichar Hussein, le directeur général de l'Union postale universelle. C'était à sa sortie d'audience avec le vice-président. There's a lot of lessons we have learned from my visit to this country. Je rentre avec une très forte impression parce que nous sommes à 1 an et demi du congrès, mais selon moi, la Côte d'Ivoire est déjà prête. Elle est prête et ça me permet de rentrer, annoncer à la communauté postale mondiale. La Côte d'Ivoire est déjà prête. L'Afrique vous invite, certes, mais la Côte d'Ivoire vous reçoit et elle est déjà prête à vous recevoir, non seulement sur le plan matériel. Les préparatifs sont déjà au point, mais j'ai aussi rencontré un engagement ferme des autorités de ces pays au plus haut niveau. Nous discutons les voies et moyens de promouvoir la transformation numérique du secteur postal pour contribuer au développement inclusif socio-économique. Et même sur ce point-là, nous avons eu des fructueuses discussions. On a identifié des axes de coopération qui permettront également au secteur postal en Côte d'Ivoire à s'embarquer très tôt dans la transformation numérique pour le bien-être de ses citoyens. À noter que le premier bureau de poste ivoirien existe depuis 157 ans. Il a été implanté à Assini dans le sud de Comoé en 1862. La Côte d'Ivoire est prête, vous venez de l'entendre de la bouche même du directeur général de l'UPU. La Côte d'Ivoire, qui sera ainsi le 2e pays africain à abriter le congrès de l'Union postale universelle. Cela 86 ans exactement après l'Égypte. Ce sera en août 2020 ici à Abidjan, un événement qui va réunir plus de 3000 participants. Les membres des organes en charge des préparatifs de cette rencontre viennent d'être installés par Daniel Kablan-Duncan. Pendant les 18 jours que durera ce 27e congrès, Abidjan sera le laboratoire de la gouvernance mondiale de l'activité postale. Un succès diplomatique après 2 tentatives ratées, témoignage du leadership retrouvé de la Côte d'Ivoire, mais surtout la détermination de son gouvernement à profiter des énormes opportunités offertes par la croissance du numérique. La candidature de la Côte d'Ivoire à l'organisation du Congrès mondial des postes de 2020 était bien la parfaite illustration de la volonté réelle de ses dirigeants au plus haut niveau de faire du développement des services postaux un élément essentiel du programme du gouvernement, un chantier important de la marche en avant de la Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux et fiers que notre démarche ait été comprise et fortement soutenue, vu l'unanimité notée autour de cette candidature, d'abord au niveau de la CEDEAO, puis au plan africain, et ensuite à Istanbul, au plan mondial. Afin de mériter cette confiance de la communauté postale, la Côte d'Ivoire est déjà au travail avec 3 organes opérationnels, à savoir le comité de pilotage, le secrétariat permanent à l'organisation et le comité scientifique. Ces différents organes devraient se mettre aussitôt à la tâche
avec l'urgence d'adopter un plan d'action stratégique, une feuille de route et un chronogramme précis. Cela explique toute l'importance et le grand intérêt des travaux préparatoires que nous lançons ce jour et l'impérieuse nécessité pour notre pays de relever ce autre grand défi de l'organisation en garantissant et en réussissant de façon éclatante du 10 au 28 août 2020 le déroulement des travaux de tenue du dit congrès mondial. Ce rendez-vous de l'Union postale universelle, dont le slogan est « L'Afrique vous invite, la Côte d'Ivoire vous accueille », sera également une belle occasion pour les opérateurs économiques ivoiriens d'étendre leurs activités, mieux de promouvoir tout leur savoir-faire aux yeux du monde. Cet événement permettra à la Côte d'Ivoire, d'une part, de regagner définitivement sa notoriété au sein de la communauté postale universelle et d'améliorer son image au plan international, et d'autre part, d'engranger des retombées positives tant au plan économique, culturel et touristique. Plus de 3000 délégués en provenance de 192 pays membres sont attendus à Abidjan. La Côte d'Ivoire a adhéré à l'Union postale universelle le 23 mai 1961. Aujourd'hui, l'on dénombre plus de 677 000 bureaux de poste à travers le monde, avec plus de 5 millions d'employés. Le premier bureau de poste ivoirien a été implanté en 1862 à Assini. C'était un reportage de Lanciné Bakayoko. Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre français, est aujourd'hui président d'une fondation qui milite pour la recherche et la consolidation de la paix. En visite à Abidjan depuis 48 heures, le président de la fondation Leader pour la paix était l'invité du 20h hier soir, présenté par Fatou Fofana Camara. Je vous propose un extrait de leur entretien. Nous avons construit cette première université itinérante de la paix, parce que nous pensons, comme on s'était dit tout à l'heure, que la paix, c'est un travail, ça se prépare. Il y a des écoles de guerre partout, mais il n'y a pas beaucoup d'écoles de paix. Alors nous avons fait, avec les Ivoiriens, une école de paix. On a eu une leçon du professeur Ouattara, je dirais, le président de la République, nous a parlé de son expérience du multilatéralisme, comment on devait construire le dialogue en Afrique. Et on a pu ainsi travailler sur un sujet qui est notre rapport annuel, redonner un nouvel élan au multilatéralisme. Et puis on est allé débattre avec les jeunes. Alors là, on a vu la dynamique ivoirienne au travail. On a vu les jeunes, on a eu un débat formidable. Et là, tout à l'heure, nous avons fait des travaux pratiques avec ce que nous appelons un Peace Lab, avec les femmes, sur le rôle des femmes dans les crises et comment utiliser cette énergie féminine pour plus de paix. Les femmes ont une sensibilité, les femmes ont une détermination, les femmes ont souvent aussi beaucoup de courage. Et donc, elles ne sont pas souvent et suffisamment actrices, y compris des processus de paix. On ne voit pas souvent des femmes signataires d'accords de paix. Et puis, on ne voit pas souvent non plus des femmes médiatrices. Eh bien, ici, en Côte d'Ivoire, notamment avec l'Union africaine, il y a des travaux de formation. Nous allons y participer pour aider les femmes à être des médiatrices de conflits, pour essayer d'aider à ce qu'on sorte des conflits. Au fond, la paix, c'est quelque chose de très important. Le monde ne va pas bien. Le monde est finalement aujourd'hui soumis à de très fortes tensions. Les grandes puissances sont à nouveau en grande rivalité. Il y a du terrorisme, il y a beaucoup de choses qui fragilisent. Il faut que l'esprit de paix puisse se développer. Et je crois que la Côte d'Ivoire est un bel exemple de ce qu'on peut faire quand on a la paix, c'est-à-dire trouver les chemins de la croissance. Revenons à présent sur cette crise qui secoue depuis plus d'un mois l'école ivoirienne. Le dialogue engagé entre les syndicats et le gouvernement se poursuit. Une réunion interministérielle a eu lieu hier au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les différentes parties sont d'accord pour faire accélérer la reprise des cours, mais tout en respectant les différents engagements. On va maintenant écouter le ministre Mabry Touakeu, qui sera suivi du représentant de l'intersyndicale primaire et préscolaire de Côte d'Ivoire. Nous voudrons vraiment saluer tous les ministres impliqués dans ce débat pour que définitivement des solutions idoines soient proposées et que l'école ivoirienne retrouve sa tranquillité. Je voudrais, au nom de tous les syndicalistes qui ont été invités, faire confiance au gouvernement et trouver une oreille attentive pour que, ensemble, ce débat-là puisse être l'un des derniers débats de cette année sur l'école.
nous avons rencontré donc tous les syndicats. Je voudrais, au nom du gouvernement, leur dire merci d'être venus. Tous ont répondu à notre appel. Nous avons eu des échanges en vue de la reprise des cours sur l'ensemble du territoire national. Les uns et les autres ont fait part de leurs préoccupations, mais ont pris acte de la volonté du gouvernement de ne pas rompre le dialogue avec eux. Le Premier ministre mettra un cadre approprié de poursuite des discussions. Mais je suis heureux de savoir que certainement l'école pourra reprendre sur l'ensemble du territoire national si les engagements pris par les uns et les autres ici sont respectés et le gouvernement continue de s'employer à réunir les meilleures conditions possibles pour l'école ivoirienne. Vous vous en êtes rendu compte, on a d'abord entendu le représentant de l'intersyndicale primaire et préscolaire de Côte d'Ivoire, suivi par le ministre de l'Enseignement supérieur, Albert Mabry-Touakeus. Nous sommes le 20 mars et chaque année, à cette date, est célébrée la Journée internationale de la francophonie. Les 220 millions de francophones sur les 5 continents fêtent leur langue en partage et la diversité de la francophonie. Selon le rapport 2016 sur la francophonie numérique, sur 3,9 milliards de personnes déconnectées, 58% sont des femmes en Afrique. La Commission nationale de la francophonie a donc organisé à l'occasion de cette journée un panel sur l'autonomisation de la femme dans le but de promouvoir l'usage du numérique. Améliorer les connaissances des femmes en activité sur des outils numériques. Sensibiliser les jeunes filles face à leurs responsabilités dans l'espace numérique. Voici le sens du thème, le numérique, une réponse au développement de l'entrepreneuriat féminin. Dans le cadre des Journées de la francophonie, la Commission nationale de la francophonie organise une réflexion sur le numérique. À l'occasion donc de ces Journées de la francophonie, des plateformes ont été dédiées aux jeunes et aux femmes. Celle d'aujourd'hui, qui concerne l'autonomisation de la femme par le numérique, est consacrée à la gente féminine. Nous nous rendons compte que de plus en plus, le numérique prend une part importante dans la vie de tous citoyens, tant les Ivoiriens qu'à travers le monde. Il était important que cette cérémonie s'organise afin que nous puissions indiquer à nos sœurs, à nos mamans, l'autonomisation qui est possible avec le numérique, mais en utilisant le numérique de la meilleure des façons. La francophonie s'engage avec les associations de femmes et organisations non gouvernementales à promouvoir l'usage des outils numériques, échanger et partager les expériences terrain. L'objectif est de mettre en œuvre la stratégie TIC en faveur des femmes et des jeunes filles. Il est tout simplement question d'éclairer toutes les femmes ici présentes et aussi nos décideurs sur le fait que le développement de l'entrepreneuriat numérique doit bénéficier d'un cadre approprié. Ce cadre-là, c'est celui de l'éducation. Donc le numérique permet justement de démultiplier ou du moins de faciliter l'apprentissage pour les femmes, quelles que soient leurs origines. Aujourd'hui, nous disons qu'elles arrivent à utiliser leur téléphone portable, qui est du numérique. Donc maintenant, les accompagner pour qu'elles puissent utiliser leur téléphone portable dans ce qu'elles font au quotidien. On peut amener des personnes qui n'ont aucune base à utiliser le numérique. 200 femmes et jeunes filles issues de la société civile et des universités ont pris part à ce panel. C'était un reportage de Jean-Marc Djadji et Didier Nguesson. Allons-y à New York, aux États-Unis, où s'est tenue récemment la 63e session de la Commission de la condition de la femme. En marge de cette réunion, la délégation ivoirienne a procédé à la visite d'une usine de transformation du cacao à New Jersey. Il s'y est tenu également un panel sur l'autonomisation de la femme dans la filière cacao. Le récit de Clément Bocco. Réunis à New York au siège de l'ONU, en présence des ONG et des experts, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a présenté les histoires à succès de femmes qui émergent dans le secteur du cacao. L'un des parfaits exemples de transformation locale du cacao par nos vaillantes femmes est le projet ECOYA. C'est un projet de transformation des fèves de cacao par les femmes issues de l'entreprise coopérative de Yamoussoukro. L'objectif de ce projet, c'est de faire travailler une centaine de femmes dans chacune des 2500 coopératives du pays. En 3 ans, le projet comptera 250 000 femmes issues des 2500 coopératives recensées en Côte d'Ivoire. Et ce modèle économique offrira donc une masse salariale de 9 milliards de francs CFA par an
au bout de la 3e année selon les initiateurs. Pour réussir l'autonomisation des agricultrices, le gouvernement leur facilite l'accès à la protection sociale. Le régime de travailleurs indépendants qu'envisage mettre en place l'IPS-CNPS vise l'autonomisation de la femme dans le secteur du cacao, à protéger son activité génératrice de revenus et ses enfants. Ainsi, les prestations intègrent le versement d'une indemnité journalière équivalent à 100% du revenu plafonné de la femme travailleuse dans le secteur du cacao, dans le cadre de la maternité, pendant la grossesse et après l'accouchement. La transformation du cacao, une autre étape dans l'indépendance financière. Nous sommes en train d'aller vers une usine trouvée par son Excellence Camara et nous allons, avec ses partenaires, voir qu'est-ce qu'ils font et comment est-ce que les femmes, dans le cadre de l'autonomisation, qui sont venues ici pour la rencontre à New York, puissent avoir des débouchés par rapport aux produits qu'elles fabriquent, une valeur ajoutée qui puisse leur permettre de sortir de la pauvreté, de vivre décemment. Ici, dans cette usine du New Jersey, le cacao ivoirien est bien connu. Et régulièrement, des séances de formation sont organisées pour expliquer aux visiteurs la provenance de cette matière première et surtout montrer le dur travail effectué par les agriculteurs et agricultrices. Cette 63e session de la Commission de la condition de la femme aura permis aux agricultrices de rencontrer des partenaires pour accroître leurs revenus et s'intégrer dans les programmes de développement durable. Premier producteur de cacao, premier producteur mondial. Mais en termes d'infrastructures routières, la Côte d'Ivoire fait également de grands efforts et des efforts qui se poursuivent chaque jour pour le bien-être des populations. L'AGEROUTE, l'Agence de gestion des routes, vient d'annoncer 504 milliards d'investissements supplémentaires dans la construction de ponts, d'échangeurs et de bitumage de routes. Les précisions de Moussa Konaté. La route Bondoukou-Soko à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana, bientôt bitumée. Grâce à un appui financier de la Banque africaine de développement, 19,866 milliards de francs CFA seront investis pour les travaux de cet axe long de 11 km. Il y a 11 km à faire jusqu'à la frontière du Ghana. Mais à l'intérieur de Bondoukou, il y aura 5 km de bitume. À l'intérieur de Soko, 2 à 3 km de bitume. C'est extrêmement important pour les populations. Un autre projet d'envergure au centre de cette rencontre, le projet de transport urbain d'Abidjan, PTUA. Il concerne entre autres la construction du 4e pont, reliant les communes de Yopougon, Atekoubé et Adjamé, dont les travaux ont été lancés en juillet 2018. La réalisation de 3 échangeurs sur le boulevard Mitterrand et le dédoublement de certaines voies. À partir du mois de juin, nous envisageons lancer pratiquement les autres travaux, à savoir les sorties des voies structurantes de la route de Ndotré, la route de Dabou, le prolongement Latri, qui sont les voies qui vont désormais passer en 2x2 voies ou en 2x3 voies. Et puis à la fin du mois de septembre, nous allons démarrer les travaux des 3 échangeurs sur le Mitterrand. C'est un projet à haute valeur ajoutée et qui va servir de levier pour résoudre un certain nombre de problèmes socio-économiques au niveau de la ville d'Abidjan. Le projet de transport urbain d'Abidjan est piloté par l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes. 504 milliards de francs CFA sont mobilisés pour son exécution. Un financement conjoint de l'ABAD, Banque africaine de développement, du Fonds de l'environnement mondial et de l'Agence japonaise de coopération internationale. Rendons-nous maintenant à la Direction générale du port autonome d'Abidjan qui a ouvert ses portes aux responsables d'associations de consommateurs. Ces derniers se sont fait expliquer les dispositions prises par le gouvernement pour importer le riz. Une rumeur faisait état de la vente sur le marché de 18 000 tonnes de riz avarié qui proviendraient de la Birmanie. Le ministère du Commerce dément donc cette information en précisant que la marchandise est pour le moment stockée et sous contrôle en attendant les résultats des analyses physiques et microchimiques, microbiologiques et des résidus. Pas besoin donc de céder à la panique. L'État veille à la santé
des populations. En Côte d'Ivoire, 80% des produits importés qui se retrouvent sur le marché sont frauduleux. L'industrie laitière locale, par exemple, a du mal à écouler une production concurrencée par des produits frauduleusement importés. Comment l'État compte-t-il juguler ce phénomène pour rassurer davantage les investisseurs? Fraude à l'importation, ce tueur silencieux de l'industrie locale laitière. C'est votre grand reportage de la mi-journée. Il est signé Cheikh Koné Aboubakar. Vêtements, cigarettes, cosmétiques, médicaments, intrants agricoles et produits laitiers, ces marchandises de grande consommation, souvent contrefaites, sont susceptibles d'emprunter des circuits parallèles lors de l'importation avant d'atterrir sur les étals dans les marchés. Selon le Comité national de lutte contre la fraude et la contrefaçon, 80% des produits sur le marché ivoirien est contrefait et frauduleux. Sur 4 000 milliards de francs CFA de produits frauduleusement importés, plus de 1150 milliards de valeur de marchandises concernent directement des produits alimentaires, dont des produits laitiers. Une situation qui frappe de plein fouet l'industrie laitière locale. Ce matin, réunion de crise chez l'un des industriels du marché. Sa catégorie de lait concentré sucré est menacée par des produits de contrebande. Nos ventes sont en chute libre suite à l'importation de lait concentré sucré importé frauduleusement via les frontières terrestres et le nord du pays. Depuis 3 ans, l'ensemble des 3 industriels du secteur boit du noir. Leur chiffre d'affaires se réduit comme peau de chagrin. Un industriel sur 3 a perdu au moins 30% de son chiffre d'affaires. Les pertes annuelles s'évaluent à plus de 10 milliards de francs CFA chaque année pour l'ensemble des industriels. Malgré la multitude d'actions, le phénomène de la contrebande prend de l'ampleur et représente à ce jour 30% du marché du lait en Côte d'Ivoire. Des produits bon marché, sans contrôle préalable, servis dans les tasses des consommateurs. Nous sommes à Yopougon, nouveau quartier. Didier est kiosquier, communément appelé Aboki. Il exerce cette activité depuis une quarantaine d'années. Son kiosque ne désemplit jamais. La raison, il propose à sa clientèle des tasses de café au lait en deçà du prix du marché. La grande tasse au lait à 200 francs CFA, 50 francs de moins que le prix sur le marché. De quoi fidéliser sa clientèle, mais pour s'approvisionner, Didier a recours au marché noir. Nous, ça ne nous plaît pas. Ce n'est pas parce que ça nous plaît, mais c'est le prix qui peut nous arranger un peu pour qu'on puisse gagner un peu en tant qu'on est commerçant. Sur le marché, le prix d'achat d'un carton frauduleux de lait concentré sucré se marchande entre 17 000 et 19 500 francs CFA. Le carton légal, quant à lui, varie entre 20 800 et 21 500 francs CFA. Pour toi, ça fait combien? Tu as mangé quoi? Aujourd'hui, 70% des 400 aboki que compte le district d'Abidjan utilisent du lait de contrebande en provenance des pays limitrophes et asiatiques. Du lait dont la qualité laisse à désirer. Je me suis une fois plaint du goût du lait et après renseignement, je me suis rendu compte que le lait était importé et je l'ai interpellé. Face à la recrudescence du phénomène, le ministère du Commerce, à travers sa direction de la répression des fraudes, est constamment sollicité. Aujourd'hui, les équipes d'inspecteurs s'organisent pour une descente sur les marchés. Nous venons d'être saisis d'une information faisant état de la présence de produits laitiers de contrebande sur le marché. Donc la mission va consister à aller vérifier ces informations. Pour cette mission, cap sur la commune de Koumassi, cette direction du ministère du Commerce a en charge la surveillance du marché aux côtés d'autres structures comme la douane, la police économique et le comité de lutte contre la contrefaçon. La faible dotation budgétaire de cette direction réduit sa capacité de mobilité, un handicap qui ne freine pourtant pas l'ardeur de ces faits limiers de la contrebande. En 2018, plus de 245 millions de marchandises de contrebande ont été saisies. Nous ne faisons pas les trafiquants là-haut. Vous ne faites pas les trafiquants. Il faut nous montrer le lait que tu as. Si ce commerçant semble être en règle, ce n'est pas le cas de celui-ci. Vous êtes en train de me dire que la dame a acheté le sac, maintenant vous attachez ça au détail pour elle. Mais ça, c'est interdit. La manipulation du lait est très dangereuse. C'est une pratique à ne pas faire. On va saisir ce lait-là. La présence des inspecteurs a sonné l'alerte chez les autres commerçants indélicats. Vous êtes client quoi? Nous, mais c'est lui, on a. Il ne va pas vendre du pays, je vais revenir. On nous a vu certainement l'autre côté, donc il a eu le temps de se cacher. C'est comme ça qu'ils font.
La commercialisation de tout type de produits laitiers n'est pas interdite, mais son importation reste soumise à des règles rigides. En Côte d'Ivoire, plus d'une soixantaine d'importateurs bénéficient d'agréments d'importation. Mais le problème ici, les fausses déclarations sont monnaie courante. Avec des fausses déclarations, un importateur peut prétendre importer autre chose. Parce que s'il déclare que c'est du lait, on va lui demander son autorisation du comité. Et ce lait-là va se retrouver sur le marché pour compétir avec le lait de ceux qui se conforment aux règles. C'est ce qui crée le problème en fait dans le secteur. Les contrebandiers ont plus d'un tour dans leur sac pour tromper la vigilance des agents de douane et de la police commis au contrôle dans les postes frontaliers. Ils empruntent des circuits parallèles à travers des forêts et pistes dans le nord, l'ouest et l'est du pays. Le marché est régulé par le jeu de l'offre et de la demande. Plus il y en a beaucoup sur le marché, moins le produit est cher. S'il y en a rare, si le produit est rare, le coût va s'élever. Donc il faut permettre à tout le monde de pouvoir importer, mais que les producteurs locaux fassent l'effort pour que leurs produits soient plus compétitifs. Pour être compétitifs et décourager les contrebandiers sur le marché du lait, les industriels locaux proposent. Nous comptons sur l'appui du gouvernement pour pouvoir nous approvisionner en matières premières à des coûts plus avantageux, ce qui nous permettra de mieux résister au bas prix que ces importations frauduleuses pratiquent. L'industrie locale du lait est aux abois. Environ 2000 emplois directs et indirects sont menacés. Une éventuelle perte de 10 milliards de francs CFA de matières premières achetées localement auprès de producteurs agricoles. À cela, il faut ajouter la complexité et la dangerosité des produits laitiers qui recommandent plus de vigilance. Une triple menace qui appelle au renforcement des moyens de surveillance du marché. Ces chiffres donc à retenir, des chiffres alarmants. 80% des produits sur le marché ivoirien sont contrefaits ou frauduleux. Plus de 4000 marchandises importées en Côte d'Ivoire sont frauduleuses. 30% des produits laitiers sur le marché national provient de la contrebande. 4000 milliards. Donc, conséquence, 10 milliards de francs CFA de pertes annuelles chez les industriels. Avis aux fraudeurs et autres bandits. Les autorités policières ivoiriennes sont en alerte maximale et se déploient partout sur le territoire national. C'est la frontière avec la Guinée qui vient récemment de voir sa sécurité renforcée par l'inauguration du poste de frontière, du poste de police frontière de Gbeleban dans la région du Kabadougou. Le poste de police frontière de Gbeleban dans le Kabadougou, inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité. Il vient renforcer la sécurité à la frontière avec la Guinée. Il vise à relever les défis de sécurité, notamment liés à des menaces et des crimes transnationaux. Ce poste, situé à la frontière, est fourni en eau potable par un château d'eau construit à cet effet, et il est doté de locaux pour les formalités d'entrée et de sortie du territoire, des passages aménagés pour le contrôle des migrants, d'une salle radio et de plusieurs bureaux. L'édifice a été réalisé dans le cadre d'un projet d'appui à la gestion des frontières en Côte d'Ivoire en vue d'améliorer la sécurité frontalière avec la Guinée. L'ouverture d'un poste de police frontière ne signifie pas la fin de la cohabitation avec nos voisins, ni ne doit constituer une entrave à la liberté de circulation des biens et des personnes. Le poste ne vient pas non plus mettre fin à notre vieille tradition d'hospitalité et de fraternité entre les peuples. Ce poste frontière a été construit par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, et financé par l'Union européenne. Je tiens à réaffirmer l'engagement de l'OIM à apporter notre support technique afin de poursuivre les efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire dans la gestion des frontières dans un contexte où les défis sécuritaires occupent une place majeure. La Côte d'Ivoire reste un pôle de stabilité. Et je crois, en tant que l'Union européenne et représentant de l'Union européenne, on voudrait bien soutenir la Côte d'Ivoire de rester ce pôle de stabilité dans la région. Les élus et cadres de Gbeleban se sont félicités de la mise en service du poste de police aux frontières qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement ivoirien d'assurer la sécurité des populations sur la base d'une collaboration renforcée entre les communautés et les autorités locales. La construction de ce poste de police
est un atout indéniable à notre gestion réaliste de communes. Outre le poste de police aux frontières de Gbeleban, 3 autres nouveaux postes de police aux frontières ont été inaugurés, notamment à Sipilou, Gbaple et Negouni. À cet effet, le corps préfectoral de ces différentes localités a reçu les clés des véhicules de service pour les différents officiers et agents qui auront la responsabilité de la gestion des 10 postes. Et on va terminer ce journal avec ce que je vous disais en titre. À Addis Abeba, l'on enregistre la réunion avec les acteurs de la crise centrafricaine qui sont toujours en pourparlers. L'Union africaine a convié les parties prenantes de l'accord de paix signé à Khartoum le 5 février dernier. 14 groupes armés sont présents depuis lundi au siège de l'organisation panafricaine. 2 jours après, les points de désaccord ne semblent pas encore effacés. Et c'est ici qu'on referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je serai encore chez vous demain à 13h.